Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Comment la rue était dure, tu dois te débrouiller en fait, tu dois compter sur personne. Social Calling, Moussa, épisode 6. Et c'était une bonne époque parce qu'avec rien du tout, on était heureux. Moussa, c'est un ovni. Un grand black toujours tiré à 4 épingles qui vous balance des leçons de vie comme d'autres des conneries. À chaque fois que je le vois, je me prends une claque. Il commence toujours par me dire « Ça va ou quoi, Émilie ? Il faut rien lâcher, il faut que tu continues à avancer. » En même temps, il pianote frénétiquement sur ses 2 téléphones. Car Moussa est en mission. Il distribue la bonne parole de la détermination. Surtout pour booster l'entrepreneuriat dans les quartiers avec son association Les Déterminés. Dans sa cité de la Croix-Petit, à Cergy-Pontoise, ce franco-malien a été durement biberonné à l'école de la vie. Il a très tôt compris que si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Écoutez son histoire. Ouais, là je parle bien, là tu m'entends. Voilà, 1, 2, 1, 2. Dans le 95, en banlieue parisienne. Et c'est vrai qu'avec mes amis, on a grandi dans ce quartier. La plupart, on est nés dans cette ville. Et petit à petit, chaque été, en fait, on s'est construit. Moi, mes amis, je peux même pas savoir à partir de quel âge ça a été mes amis, parce qu'on a toujours été ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble, même si nos vies, pour la plupart d'entre nous, ont évolué, ont changé. Mais c'est vrai que quand on était jeunes, on aimait bien les aventures. On aimait bien ces aventures, on allait partout à droite, à gauche. On était des vadrouilleurs, on va dire, entre guillemets, parce que tellement on n'avait rien à faire, il fallait qu'on s'occupe. Et nous, nos parents, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour pouvoir tous nous envoyer en vacances. De temps en temps, il y avait quelques colonies, mais ceux qui étaient privilégiés, c'était toujours soit ceux qui étaient calmes, ceux qui étaient moins turbulents que nous. Nous, comme on était un peu en groupe, et c'est vrai qu'il fallait pas tous nous prendre en même temps pour aller partir en colonie, donc on passait parfois nos étés et nos vacances au quartier. Donc il fallait bien s'occuper. À cette époque-là, on a 12, 13, 14 ans pour les plus vieux, et on cherche à trouver des moyens pour se faire un peu d'argent dans le travail. Et c'est vrai qu'on se rapproche du bailleur social et on lui dit, voilà, nous on a une bonne idée, on aimerait bien ratisser le terrain. Est-ce que vous pouvez nous faire travailler pour qu'on puisse au moins rendre le terrain un peu plus dans des meilleures conditions pour les jeunes? Parce qu'il était dans un piteux état et on s'est dit, voilà, on va lui proposer ça et on va voir comment il va être réceptif. Et en fait, tout le temps, on le voyait, comme il était le gardien du quartier. Et à chaque fois, tous les jours, on lui disait, non, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Et le jour où il nous a dit, OK, vous allez le faire, lui, à mon avis, il a dû dire ça pour s'en débarrasser de nous. Mais nous, quand il nous a dit ça, c'est bon. Il nous a promis. Et on a galéré 2, 3 semaines avant qu'il accorde le truc. Mais on allait tous les jours devant sa loge de gardien pour lui dire, on veut travailler, etc. On a même fait des pancartes et tout. Un jour, on a fait une manifestation et tout. À la fin, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir ce chantier. C'était un chantier. Quand on a eu ce chantier-là, c'était vraiment un sentiment de fierté. Tout le monde était content. Et on a commencé le lendemain. Le lendemain, sans aucun statut, on était tous mineurs. Même nos parents, voilà, ils savaient qu'on était mineurs. Ils nous ont laissé travailler parce que c'était mieux ça qu'on restait à rien faire dans le quartier. Et on l'a fait pendant peut-être, on a mis 5 jours. Hein. Du lundi au vendredi, on avait fini le terrain. On avait enlevé tous les cailloux, tout ce qui dérangeait, etc. Et après, ils nous ont payé. Ils nous ont payé 500 francs. C'était un Pascal à l'époque, c'était ce qu'on appelait un scalap de francs, parce que c'était Pascal sur le billet de 500 francs. Et on était contents et tout. C'était la première paye qu'on avait eue. On avait donné plus de la moitié à nos parents. On avait gardé le reste pour acheter un peu de survêt, un peu de basket et tout, etc. Et c'était une bonne époque parce qu'avec rien du tout, on était heureux. C'était pas mal. Pour nous, on était jeunes, ça a commencé à nous faire sortir, à avoir déjà cet état d'esprit de on se débrouille, de détermination, on trouve des solutions à des problèmes qu'on a repérés autour de nous pour les habitants et on propose des solutions. Et ça aussi, ça a été un truc qui m'a marqué parce que, en fait,
tout jeune. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je fais des choses, on essaie de changer les choses, d'apporter cet état d'esprit. Mais moi, en réalité, déterminé, j'y étais déjà depuis tout petit. Depuis l'âge de 10 ans, 15 ans, on a toujours fait les choses pour pouvoir se débrouiller. Parce que déjà, d'une, on s'ennuyait, et de deux, on avait envie de bouger, on n'aimait pas rester les bras croisés. Et comment la rue, elle t'a éduqué? Comment la rue, elle t'éduque? Tu dois te débrouiller, en fait. Tu dois compter sur personne, que c'est dur, que ça va être dur dès le départ. Tu sais que ça va être difficile et que ça t'endurcit, en fait. Ça t'endurcit, ça te met une carapace parce que, voilà, ça te permet pas de dire, voilà, t'as pas de parachute. C'est, quand tu fais un truc, il faut le faire jusqu'au bout et que t'as rien à perdre, finalement. C'est-à-dire que ça marche ou ça marche pas. Et c'est un peu cet état d'esprit d'entrepreneur que moi, j'ai eu tout de suite quand je me suis lancé dans tous mes projets. C'est de se dire, voilà, quand je me lance dans un truc, dans un projet, j'ai rien à perdre. Donc, je vais à fond. Et ce qui doit marcher, marchera. Ce qui ne doit pas marcher, bah, ça ne marchera pas. Mais au moins, je me serai donné les moyens. Et dans tout ça, tu rencontres des difficultés. Parce que tu as des amis qui sont dans un autre état d'esprit. Très jeunes, nous, à l'âge de 13 ans, on a perdu un ami à nous qui est mort en accident de moto. Et il n'y a même pas 10 minutes, il était avec nous, on rigolait, on parlait de la vie, de notre avenir. Il prend une moto sans casque. La moto, c'est un hobby préféré dans les quartiers parce qu'il n'y a que ça à faire. Les gens sont fans de vitesse, de choses et tout comme ça. Et en fait, lui, on était avec lui et c'était, je crois, à mon tour de faire de la moto, mais moi, je ne pouvais pas le faire parce qu'il y avait mon grand frère à côté, il ne voulait pas que j'en fasse. Finalement, c'est lui qui l'a pris et il est parti faire un tour. Même pas 5 minutes plus tard, il y a un ami à nous qui revient nous voir. Il dit, ouais, notre ami, il a fait un accident juste en sortant du quartier. Une voiture, elle a percuté. Il est décédé à la suite de cet accident. Et nous, en fait, à cette époque-là, on était jeunes. On pouvait penser à tout, sauf à ce qui pouvait nous arriver. Parce que pour nous, on avait la vie devant nous. Voilà, c'était pas maintenant, c'était pas tout de suite. On comptait pas les choses. On pensait qu'on était invincible, il pouvait rien nous arriver. Et ça nous a mis vraiment un coup dans la tête parce que on n'était pas préparés. C'était un ami avec qui on a grandi, qu'on a fait l'école ensemble. On a toujours été avec lui. Quand il est arrivé cet accident, tout de suite, ça nous a bien calmés et ça nous a remis les pieds sur terre. Notre état d'esprit, à partir du jour-là, il a changé. C'était plus le même. Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que finalement, la vie, elle est courte. On peut prévoir des choses pour 10 ans, pour 5 ans, pour 6 ans, mais on ne sait pas quand on va partir. Et c'était une discussion qu'on a eue avec Cyril le jour même. Avant même qu'il prenne la moto, c'était une discussion comme si c'était écrit. On venait de parler de ça. Et ça nous a permis de comprendre certaines choses et d'être aussi plus accrochés en fait, à ce qu'on avait et de vivre les moments présents dans les mêmes difficultés qu'on a vues. Et ça nous a endurcis, mais fois 1000. Parce que voilà, on se dit, voilà, on vit dans des difficultés de fou. Et en réalité, on ne sait pas ce qui sera fait demain et qu'est-ce qu'on peut devenir. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à cette époque? Quand je repense à cette époque-là, bah, je suis nostalgique parce que on n'avait rien du tout, mais on était heureux. Et quand on était plus jeune, on rêvait d'avoir la vie qu'on a aujourd'hui maintenant. Mais aujourd'hui, la vie qu'on a maintenant, on rêverait d'avoir la vie qu'on avait avant. Et c'est touchant parce que toute notre vie, on disait, ouais, quand on va grandir, on aura une voiture, on aura notre propre appartement, on sera marié, on aura des enfants, etc. et tout. Et aujourd'hui, maintenant que la plupart d'entre nous, on a nos voitures, on a nos familles, on a nos appartements, etc., ben on rêverait d'avoir la vie qu'on avait il y a peut-être 15 ans, 20 ans, où on n'avait rien du tout, on était encore chez nos parents, et on galérait, et on disait rien, on se tournait le pouce, mais on était bien et on était heureux parce qu'on était entre nous avec rien du tout. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, tout va vite, on se voit moins, même s'il y a les réseaux sociaux qui nous rapprochent, ça fait que c'est un peu distendu les relations. Parce qu'on pense qu'on a des nouvelles tous les jours avec WhatsApp, avec les réseaux sociaux, etc. et tout. Mais finalement, on se voit moins qu'avant. Tandis qu'avant, qu'il n'y avait pas tous ces réseaux-là, il n'y avait même pas de téléphone. On se donnait rendez-vous à 14h, tout le monde était là à 14h. On se voyait souvent parce qu'il fallait se voir, parce qu'on avait le temps de se voir. Mais après, c'est normal, ça fait partie de la vie et on a des vies qui évoluent et petit à petit, c'est comme ça. Hein. Peut-être dans 20, 30 ans, on regrettera la vie qu'on a aujourd'hui, là. On dira, putain, ce serait bien de revenir à ce temps-là, et tout, etc. Mais c'est comme ça, c'est la life.
Merci d'avoir suivi ce 6e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour écouter le cri perçant poussé par le corps de Lucie. Un cri qui l'a menée au bord du précipice. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite.